Merci beaucoup de nous faire à nouveau confiance, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission que vous aimez tant, Entre les lignes, l'émission qui vous permet de comprendre l'actualité au-delà de ce qui est dit. Eh bien, comme vous le savez, l'actualité reste dominée ces derniers temps par certaines informations, notamment liées aux réformes constitutionnelles et aussi le procès Matata qui s'est ouvert il y a quelques jours devant la Cour constitutionnelle. Monsieur Salomon Kalunda qui a également été présenté devant son juge. Monsieur Peter Tiani qui a également été convoqué par la police judiciaire dans l'affaire Chérubin Okende. Monsieur Fortuna Bisselele qui a été acquitté de toutes les accusations dont il était accusé. Eh bien, voilà. Comme vous le savez, Maître Oscar Moubiaï a été au front de tous les combats sur la reprise de ce procès. Le procès de M. Matata Ponyo, lui qui a longtemps affirmé, sous base des textes légaux, que M. Matata est justiciable devant la Cour constitutionnelle. Eh bien, sa cause a été donc acquise, il a remporté. Eh bien, voilà, le procès s'est ouvert. Comme il a toujours dit, eh bien, il est d'ailleurs parmi les personnes qui ont pris part à ce procès. Ils vont l'expliquer pourquoi il a été, à quelle qualité il a pris part à ce procès. Maître Oscar Moubiaï, beaucoup d'étudiants en droit, beaucoup de Congolais appellent pour demander à connaître votre point de vue sur l'affaire Matata. Est-ce que vous êtes satisfait, vu que vous avez mené un long combat sur l'ouverture de ce procès? Est-ce que vous êtes finalement satisfait? Bon, merci beaucoup, chers dames et messieurs les journalistes. Mais nous sommes satisfaits, non pas parce que nous voyons Matata aujourd'hui jugé. Nous avons toujours dit que Matata, sa personne ne nous intéressait pas. Ce qui nous intéressait, c'était l'état des droits. Oui. Et que l'état des droits a triomphé. Pour cela, nous avons à saluer le président de la Cour constitutionnelle, M. Kamoleta, avec son équipe, pour avoir sorti notre pays de l'impasse où l'avait plongé l'ancien président Kalouba avec son équipe. Parce que lui était ce deuxième arrêt. Aujourd'hui, Matata ne serait pas devant le juge. Et qu'on aurait instauré l'impunité dans notre pays par rapport aux dirigeants politiques, en l'espèce au couple exécutif, le président de la République et le Premier ministre. Oui. Alors certains diront que le président de la République a trouvé son sort réglé par la loi de 2018. À cela, nous continuons, nous répétons que cette loi-là n'a rien arrangé, c'est que si c'était fait pour tromper l'ancien président, c'est bon, ils ont réussi leur coup, mais que le président Kabila ne puisse pas penser qu'il ne peut pas faire l'objet de poursuites au cas où un jour l'on estimerait qu'il y a lieu de le poursuivre. Cette loi-là est anticonstitutionnelle. Et vous savez que nous avons un contrôle de constitutionnalité dit a priori. Ça voudrait dire avant que la loi n'entre en vigueur, on contrôle pour si elle est conforme à la Constitution ou pas. Mais on a constaté qu'il y a des lois qui peuvent passer entre les mailles. Ça veut dire qu'elle est anticonstitutionnelle, on l'a déclarée conforme. Et finalement, on se rend compte qu'elle est anticonstitutionnelle. Dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle le contrôle a posteriori, donc après que la loi ait déjà été proclamée, alors qu'elle est infirme, en ce moment-là, on ne lui donne pas l'occasion de progresser, de marcher. On soulève ce que l'on appelle des contrôles a posteriori, ça veut dire qu'il y a des exceptions de constitutionnalité que l'on soulève à l'occasion d'un procès. Et donc, cette loi-là, si jamais l'ancien président de la République, Kabila, ou tout autre à venir, s'ils soulèvent cette loi-là, qu'ils sachent que cette loi-là ne volera pas à leur secours.
Alors, j'entends certains dire que, mais écoutez, comment M. Tshisekedi peut laisser les choses aller dans ce sens-là, parce que cette loi-là lui profite aussi et que ça risque de le rattraper un jour. Mais c'est en cela, bon, certains m'ont considéré comme si j'étais le support du président actuel. Je laisse les gens dire ça. Certains m'injurient pour dire que j'étais un avocat des étrangers en Europe. D'autres disent que j'étais chômeur, d'autres disent que j'étais refoulé. Je retiens tout simplement que je suis dans mon pays pour défendre l'état des droits. Je note par là que c'est en cela qu'il faut saluer M. Tshisekedi, parce qu'il aurait pu dire, si l'on va juger l'ancien président comme Kabila, demain ça pourra me rattraper en ce moment-là, que je puisse ne pas encourager l'état des droits. Mais il est droit dans ses bottes, né biologiquement dans l'état des droits, politiquement dans l'état des droits. Dieu a permis que l'état congolais, aujourd'hui, s'assoit entre ses mains pour avoir notre destinée, pour nous conduire à l'état des droits. Donc, que ceux qui disent qu'il doit s'en inquiéter, ils ne craignent pas la justice, ils veulent la justice. De ce côté-là, nous saluons cela. Voilà ce que nous pouvons vous dire par rapport à cela. On vous a aperçu au cours de cette audience, la première audience sur le procès Matata qui s'est ouvert. En quelle qualité avez-vous part à ce procès? Mais écoutez, je suis allé dans ce procès en tant qu'association de droits de l'homme, État des droits en marche, pour ceux qui croient que nous nous acharnons contre Matata. Nous n'avons rien, encore une fois, contre lui. Mais nous avons exigé la loi. Et la loi, elle est impersonnelle. Ça ne vise personne. La loi, c'est ça, le critère de la loi, elle est impersonnelle. Maintenant, quand vous tombez dans le champ d'application de la loi, ben, vous devez y répondre. Et donc, nous avons prôné l'état des droits et que nous sommes allés vérifier en tant que État des droits, droits de l'homme, nous sommes allés vérifier si le procès Matata se déroule dans les conditions exigées par les instruments internationaux et nationaux sur le respect des droits de l'homme. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'acharnement. C'est comme ça que, comme expert de la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, j'ai été désigné par le président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Paul Sapou, défenseur acharné des droits de l'homme, connu de tous, opposant comme pouvoir, m'a désigné d'aller vérifier, voir si les conditions étaient respectées dans ce procès-là. Ça veut dire si le procès répondait aux principes directeurs dans le respect de ce qu'on appelle procès équitable. Voilà ma mission qui m'a été confiée. Et j'ai répondu à cette mission. Alors, vous avez pris part à ce procès comme étant expert, représentant la CNDH, comme vous l'avez dit tantôt. Alors, est-ce que ce procès se déroule déjà dans les bonnes conditions? Et pourquoi est-ce qu'il s'est aussitôt ouvert, aussitôt refermé, reporté au mois de septembre? Bon, est-ce que le procès s'est déroulé dans les conditions de respect des droits de l'homme? Oui. Pour dire qu'un procès répond aux conditions des droits de l'homme, beaucoup plus aux conditions dites d'un procès équitable, parce que là, il s'agit d'un procès équitable qui est un droit pour l'homme. Ici, l'homme entendu pour tout prévenu. En l'espèce, M. Matata compris. Pour cela, il y a des critères. Le critère le plus essentiel, c'est le respect des droits de la défense. Est-ce que le droit de la défense a été respecté dans ce procès-là? La réponse est oui. Parce que tous les prévenus ont eu accès à leur avocat. Le prévenu Matata n'a pas été là. Il s'est fait représenter par le collectif de ses avocats qui ont eu la parole. Et les autres prévenus ont été là. Ils se sont fait assister par leurs avocats qui ont eu la parole. Donc, est-ce qu'il y avait des avocats qui ont pris la parole, qui ont parlé librement? La réponse est oui.
Donc, ce qu'on appelle droit à l'avocat. Ça a été respecté. Vous avez le droit à l'interprète. Parce que quand on est face à un procès, on a des différents droits qui doivent être observés et respectés. Si ces droits-là ne sont pas respectés, l'on dit que le procès n'est pas équitable et donc il est arbitraire et donc il y a l'acharnement. Alors, il y a un Sud-Africain qui est provenu, qui ne parle que l'anglais. Il a eu droit à son interprète. Voilà, sur ce point-là, nous disons que le procès a été équitable et ça s'est cristallisé. C'est pour cela, franchement, nous apprécions la présidence actuelle de la Cour constitutionnelle dans la manière dont son président tient le procès de maître et fait respecter et observer les conditions sans état d'âme en ne s'appuyant que sur le droit. Ça s'est cristallisé par le fait que les avocats de la défense, donc les avocats des prévenus, tous les prévenus, y compris les prévenus Matata, et là, vous comprendrez que nous revenons sur lui parce qu'il avait tendance à se croire être d'une autre planète, être l'enfant de Dieu ou être Dieu lui-même, qui peut croire qu'on ne peut pas le juger. Là, il se retrouve à la barre, dans les mêmes conditions d'égalité que tous les délinquants qui ont été là. Et ils se sont plaints pour dire qu'ils n'avaient pas l'accès au dossier au niveau du secrétariat, ce que l'on appelle le greffe. Vous savez, en matière pénale, on ne se communique pas les pièces comme dirait un autre ancien prévenu qui disait pièce contre pièce. Ça, c'est un principe que les Congolais ont adoré, mais qui n'est pas un principe du procès pénal. C'est en matière civile où on échange les pièces. En matière pénale, on met les dossiers au secrétariat. Il n'y a pas d'échange de pièces. Et ce dossier-là doit être à l'accès libre de tout avocat pour préparer sa défense. Et ils en ont fait la demande. Le président de la Cour constitutionnelle a ordonné immédiatement au greffier de déposer les dossiers à la disposition des avocats de manière immédiate, ça veut dire sans délai. Ça, nous saluons cette décision. Et enfin, par rapport à votre question, ou alors l'opinion qui s'inquiète, qui ne comprend pas pourquoi, à peine ouvert, à peine fermé. Non, le procès n'est pas fermé. Le procès prendra beaucoup de temps selon l'évolution des choses. Et donc, on ne vide pas le procès dans un seul jour. Ce qui s'est passé est que, et d'ailleurs, quand Mata te dit qu'il y a l'acharnement, il le savait par ailleurs. Donc, toute sa sortie médiatique au niveau de... Ça n'a été que de la farce. C'est pour ça qu'on dit que c'est un délinquant malin. Donc, la Cour, si on a renvoyé, la Cour s'est déclarée non saisie. Ça voudrait dire que pour que la Cour soit saisie, il faut que la personne ait reçu convocation de la Cour constitutionnelle, en l'espèce, dans un délai de légal, de délai de 8 jours, n'est-ce pas, pour préparer sa défense. On laisse le délai. Et donc, pour que la Cour se déclare saisie, il faut que l'on vérifie si les prévenus qui ont été convoqués ont reçu leur invitation. En l'espèce, certains n'en avaient pas reçu, sauf un seul qui avait été atteint par l'huissier. Pardon? Monsieur De Gracias Mutombo. Monsieur Mutombo. Voilà. C'est de la Banque centrale. C'est-à-dire que lui, il a été atteint. C'est pour ça que la Cour s'est déclarée saisie à son égard. Et pour ceux-là qui n'ont pas été atteints, ça veut dire pour ceux-là contre qui la procédure n'a pas contre, mais pour ceux-là dont la procédure n'a pas été respectée, dans leur intérêt et dans l'intérêt de la défense, la Cour s'est déclarée non saisie et a renvoyé au 4 septembre l'affaire pour permettre à ce que tout le monde soit régulièrement saisi et ait eu le temps suffisant de préparer sa défense. Voyez-vous qu'il n'y a pas d'acharnement. On va passer au deuxième, à un autre cas pour évoluer, parce que nous allons parler également de cette proposition du professeur Ndayouel
sur la réforme de la Constitution. On va parler de cette question en général. On va aussi dire ce que Maître Oscar Moubiaïla a toujours dit sur cette question de réforme de la Constitution et cette idée d'aller vers la 4e République qu'il a tant prôné pendant un long moment, ce combat qui commence aujourd'hui à porter des fruits parce que beaucoup de professeurs commencent à le rejoindre dans son combat, le combat sur la 4e République, l'instauration d'une 4e République. Maître, la question de Salomon Kalonda. Maître Hervé Dekessé, qui est un des avocats de Salomon Kalonda, dit l'infraction de détention illégale d'armes a été élaguée sur la liste des infractions pour lesquelles il est poursuivi. Et donc, il ne peut pas faire face à une justice militaire parce que cette infraction-là est déjà écartée et aussi parce qu'il n'a rien à se reprocher, il ne peut pas être devant la justice. Quel est votre point de vue à ce sujet? Bon, écoutez, Maître Hervé Dekessé vient d'apporter la preuve par A plus B, ou noir sur blanc, que le régime actuel n'a pas d'acharnement quand les gens se retrouvent devant la justice. Et quand ces gens se trouvent devant la justice, ce n'est pas un problème du régime, c'est un problème de la justice. Et effectivement, on apprécie si le régime est démocratique ou dictatorial, le thermomètre, le baromètre, c'est selon qu'il y a le respect des droits de la défense dans les poursuites ou selon qu'il n'y en a pas. Vous savez qu'il y a des pays où vous n'avez pas droit à avoir un avocat à vous défendre, ainsi de suite. Ça sont des régimes de répression qui sont dits globalement les régimes dictatoriaux. Voilà. Maintenant, ce qui criait hier sur un régime dictatorial de Tshisekedi, que l'on a même estimé qu'il était devenu pire que Kabila, en a la preuve. Parce que quand vous êtes convoqué devant la justice, vous êtes présumé innocent. On est bien d'accord. Ça, les avocats ou les associations des droits de l'homme qui travaillent pour le relais des Occidentaux pour salir l'image de notre pays, c'est pour ça que nous sommes une association aujourd'hui qui n'est pas nourrie au mamelles des Occidentaux. Quand il y a le respect des droits de l'homme, nous disons il y en a. Quand il n'y en a pas, nous disons également qu'il n'y en a pas. Mais nous ne pouvons pas commencer à politiser les associations, passer par violation des droits de l'homme pour effondrer les régimes. Contre ça, nous nous élevons, comme je l'ai dit, pour nos amis belges, avocats qui se sont présentés dans un point de presse pour commencer à remettre en cause la légitimité et la souveraineté de notre pays, en revenant sur un débat dépassé aujourd'hui sur la vérité des urnes. Alors, nous nous élevons contre ça. Et donc, quand vous êtes présumé innocent, ben, s'il n'y a rien, on vous dit qu'il n'y a rien. Voilà, donc, moi je suis heureux d'apprendre de l'avocat de M. Salomon Kalonda qui apporte un démenti à ses confrères belges qui avaient cru que nous étions dans un acharnement ou dans un régime de bascule, comme ils avaient dit. Il apporte la preuve qu'après l'enquête, parce que quand vous êtes là, c'est pour besoin d'enquête. Après l'enquête, on a écarté une infraction. J'en suis heureux. Et je trouve que tout va dans le bon sens. Mais est-ce que juridiquement cela peut se justifier? Oui. Mais cela veut dire qu'il y a l'innocence? La réponse est non. Parce que j'entends certains dire, ben, la justice est instable. L'on est parti de détention illégale d'armes au complot de trahison parce qu'on est en intelligence avec l'ennemi, on sera en train de changer. Non. Tout ce que vous entendez là, ça s'appelle la qualification d'infraction. Quand on vous interpelle, il y a plusieurs faits qui sont soumis à la justice. Et la justice qualifie ça, c'est comme quelqu'un qui arrive devant son médecin pour dire j'ai mal ici, j'ai mal là-bas, mais tous ces mal-là dont vous souffrez, on va vous dire c'est quelle maladie. Et à partir de là, pour ce qui est du droit, la qualification évolue. Ça voudrait dire que, je vous donne un exemple, vous bousculez quelqu'un qui tombe, s'il ne décède pas, on va vous dire qu'il y a quoi blessure, mais s'il décède, ce qui était quoi blessure devient meurtre, ça veut dire que vous avez donné la mort. Et donc la qualification a changé. Donc la qualification est évolutive. Et pour revenir à la différence entre ce que l'on appelle cristallisation, parce que les principes maintenant chers à tout le monde,
Je suis heureux que nous ayons ces débats qui sont pédagogiques. Et évidemment, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Et donc, les droits intéressent beaucoup de Congolais qui avaient été muselés dans le passé. Et c'est une bonne chose. Et donc, quand on parle de cristallisation de faits, c'est immuable, ça ne bouge pas. Par contre, la qualification bouge. Donc, ce que la police a dit peut changer devant le magistrat du parquet, parce que vous savez que la police mène l'enquête sous le contrôle du parquet. Donc, la police peut dire qu'il y avait vol, le parquet pourra dire qu'il y avait abus de confiance ou escroquerie, et au final, le juge pourra dire qu'il y avait détournement. Voyez-vous, la qualification a évolué selon l'enquête. Voilà. Autrement dit, si on vous a dit que vous avez volé, on dit vol simple. Finalement, on dit, mais quand il avait volé, il avait sauté le mur, la nuit. Le vol qui était simple devient vol qualifié, au fur et à mesure. Donc, voilà. La question maintenant de Fortuna Bisselele, qui a été arrêté, accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Beaucoup d'accusations concernant les accusations vraiment très fortes sur sa personne. Et on est surpris de voir quelqu'un qui a été accusé d'autant de chefs d'accusation lourdes, comme l'atteinte à la sûreté de l'État, beaucoup, tout ça. Et du jour au lendemain, se réveille comme ça, il est acquitté. Comment ça s'explique? Bon, écoutez, je ne sais pas si M. Bisselele dit Beaufort a été acquitté, je ne sais pas, je ne connais pas son dossier. Là, moi, je réponds sur base des principes. Est-ce qu'une personne qui a été accusée peut se retrouver être acquittée? La réponse est oui. Sinon, il n'y aurait pas eu présomption d'innocence. C'est en cela qu'on exige l'indépendance de la justice. Par cette indépendance de la justice, le juge doit se démontrer, ou les magistrats doivent se démontrer indépendants, non pas vis-à-vis seulement des politiques ou des puissances financières, mais aussi vis-à-vis de l'opinion publique. Et notre opinion publique doit savoir que quand quelqu'un est interpellé devant le parquet, il est présumé innocent, et donc il ne faut pas commencer à le traiter tout de suite de voleur. Et surtout, et plus important encore, nous devons vraiment... Il reste un délinquant. Oui, il est présumé, il est un délinquant. D'accord. Et donc, il est présumé innocent. Et on devient totalement voleur quand le juge le dit, quand vous êtes condamné. D'accord. Mais en attendant, vous êtes présumé, comme nous avons beaucoup de présumés voleurs de la République. Et moi, je m'attaque non pas contre les voleurs ordinaires qui ont volé pour manger un pain, ce qui est encore condamnable, mais ceux-là se retrouvent à Makala. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un paradoxe au Congo. En droit, on dit que celui qui vole un œuf vole un bœuf. Vous imaginez quelqu'un qui a allé voler une vache. On le laisse, mais celui qui a volé l'œuf d'une poule, on la met à la prison. Donc ça, c'est un paradoxe qui est encore chez nous. Pourquoi? Parce qu'il y a des puissances financières contre lesquelles nous nous battons, avec les risques et des menaces. Mais nous disons, nous n'allons pas reculer pour faire triompher l'état des droits. Et donc, voulais-je dire que notre opinion doit savoir que quand on est interpellé, on est encore innocent et que ce n'est pas la peine de voir les gens, nous ressortissants de Maniema, nous ressortissants de Kassai, nous condamnons l'interpellation de notre leader. Non, votre leader n'est pas intouchable et ce n'est même pas un leader parce qu'on ne peut pas être derrière un voleur présumé. Un voleur présumé n'obtient aucun soutien, même de son père, même de sa mère. En Europe, c'est pour ça que nous devons prôner des valeurs. En Europe, quand vous êtes poursuivi, même votre papa vous lâche. Il dit, bon, nous ne partageons pas de valeurs. Voilà. Donc ça, c'est pour dire que nous devons arrêter ces pratiques. On vous lance une convocation, vous faites entourer de ce qu'on appelle partisans, membres, et ils commencent à faire des déclarations, nous soutenons. On ne peut pas soutenir un voleur. Mais c'est une pratique qui a élu domicile chez nous, où on dit que nous venons soutenir un voleur. Je demande au parquet, pour mettre fin à toutes ces pratiques honteuses, de pouvoir faire interpeller pour trouble de l'ordre public et rébellion
en complicité. Quand on voit comme un leader qui se cache dans son village, il fait des mascarades de prendre un véhicule pour dire qu'il est en train de se rendre à l'aéroport pour aller répondre à la justice, mais le peuple lui a barré la route. Vous voyez que ça, c'est des comédies. Et les gens comme ça veulent nous diriger. Non, nous disons non aux présumés voleurs qui entendent nous diriger. Et donc, ça, c'est un exemple pour dire que, par rapport à ce que vous venez de dire, qu'on est présumé innocent, on n'a rien à craindre. Ce n'est pas utile de réunir un groupe de gens qui commencent à vous défendre contre... Non, la force reste à la loi. La force reste à la loi. Prenons maintenant la question de la réforme ou changement et changement de constitution. Les raisons de l'opportunité, Maître Oscar, vous vous êtes longtemps battu pour l'instauration d'une 4e République, une République qui met fin, qui abolit cette constitution, qui instaure une nouvelle forme de gouvernance. Vous avez longtemps milité pour qu'on arrive à cela, mais aujourd'hui, on voit des propositions qui viennent vous rejoindre. Des propositions, la première proposition, celle qui a réveillé ce débat, c'est cette proposition du professeur Isidore Ndayouel, qui a proposé plusieurs réformes, notamment aller au fédéralisme, régionalisme, beaucoup de choses, vice-présidence. Et en tout cas, il y a une litanie de propositions. À part lui, il y a le professeur Bakandeja, que nous avons eu l'opportunité de recevoir sur ce plateau, qui a été, en tout cas, concis à ce sujet. Il veut aussi que nous puissions changer cette condition parce qu'elle ne répond pas aux besoins du pays actuellement. Il y a vraiment beaucoup de professeurs qui sont en train de vous rejoindre, Maître Oscar Moubiaye. Est-ce que vous êtes également satisfait de voir que ce monde des éminents professeurs commence à venir vers vos idées, vous rencontrer dans vos idées? Non, Dan, ce n'est pas question de... Bon, moi je me bats contre les mythes. Aujourd'hui au Congo, des mythes de ce que vous appelez éminents professeurs, des professeurs émérites. Comme Maël avait dit, ce qui a tué notre pays, c'est ces pays de professeurs. Trop de professeurs, trop d'expertise le matin, peu de résultats au soir. Mais néanmoins, maintenant, quand on peut réfléchir à un intellectuel sans titre, n'est-ce pas? Les titres n'intéressent personne. Quand on peut réfléchir à un intellectuel, si nous partageons les mêmes idées, je salue cela, et je trouve que c'est dans la bonne direction. C'est l'unique satisfaction que je peux avoir, sans pour autant commencer à vous dire ici, c'est ce qui tue aussi le Congo, la mentalité de dire j'étais le premier, je suis le plus fort, Eloka Makasi, les grands prêtres. Non, écoutez, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est le syndrome musical. Bon, la musique, c'est pour la distraction, mais ce qui nous embête un peu, c'est quand nous trouvons certains juristes qui arrivent au soir de leur vie au droit et qui sont atteints des virus musical parce qu'ils étaient peut-être dans le milieu musical ou ils étaient musiciens hier. Ils commencent à penser que utiliser l'argent dont on dispose par ailleurs avec soupçon de détournement parce qu'on avait été dirigeant, on croit que l'argent là, ça permet qu'on appelle les journalistes. Malheureusement, il y a aussi un problème de résoudre des problèmes des journalistes dans notre pays en termes de subventions et consorts. Ça éviterait que quelqu'un se retrouve dans sa petite parcelle pour montrer qu'il a le moyen ou qu'il se retrouve... Parce que je vois au Congo les gens qui veulent nous diriger, qui sont dans l'opposition. Alors, qui prennent l'avion parce qu'il a pris place dans un business class, il envoie une photo qu'il est dans le business class. C'est pour envoyer quelle image? Je suis heureux, j'ai l'argent. Mais est-ce que... On dit qu'il y a de la honte d'être riche parmi les pauvres. Est-ce qu'on peut tolérer que les gens qui veulent nous diriger demain nous envoient des photos dans des jets privés, dans des business class, alors que notre peuple souffre et ces gens-là prétendent diriger le pays en critiquant les régimes en place? Je crois que ça, c'est une erreur. Donc, pour revenir à votre question, je n'ai pas la prétention de dire d'être le premier ou le dernier, mais je suis heureux que nous puissions partager les idées, qu'il y ait la réflexion. Et cette réflexion, je l'avais autour, non seulement à la table de professeurs, qu'on appelle des scientifiques. On a besoin d'eux. Mais on doit y associer les professionnels. Parce qu'il y a toujours un décalage entre la théorie et la pratique.
Malheureusement, dans notre pays... Les avocats en pleine fonction. Les avocats en pleine fonction. Oh, pas en pleine fonction. Ceux qui ont exercé, c'est ça ce qu'on appelle les professionnels. Les avocats, les magistrats, les conseillers juridiques, qu'on semble les minimiser ici pour dire qu'ils ne sont que les licenciés en droit. Ben écoutez, licenciés en droit, ça veut dire quoi? Bon, il faut qu'on arrête encore un syndrome que je vois au Congo, où les gens maintenant, après qu'il n'y ait pas eu pendant longtemps ce que l'on appelle le troisième cycle, les gens devenus ministres, tous ils veulent devenir des docteurs. Mais être docteur, ce n'est pas des études. Les docteurs, ce n'est plus, on n'étudie plus. On fait des recherches. Donc les études s'arrêtent au niveau de ce que l'on appelle ici licenciés. Et donc ce qu'on appelle, avec la réforme, je ne sais pas pourquoi il y a eu cette réforme, je n'en sais rien, ce qu'on appelle le master. C'est là où s'arrêtent les études universitaires. LMD. Oui, licence, master, doctorat. Mais le troisième cycle, les diplômes nationaux, c'est le master ou la licence. Je n'ai rien contre les professeurs. Ça ne m'intéresse pas. Les professeurs, c'est un métier d'enseignement, comme l'avocat. Quand on est professeur, pour devenir avocat, on passe un examen en France. Et on échoue. Et on n'est pas capable de devenir avocat. On reste docteur. Et en France, on va faire un petit job. Mais au Congo, on vient avec son diplôme de docteur, on est nommé, on dit on est professeur, et puis on se retrouve dans les postes politiques. Au lieu de faire la science, on commence à donner la science édulcorée. Ça veut dire, là, on vous dit, comme on vous dit que les murs est blanc, vous dites qu'il est rouge. Donc, pour revenir à votre question... Sur la réforme de la Constitution. Je pense que je n'avais pas beaucoup à dire là-dessus. Simplement parce que vous dites vous-même que je commence à être entendu. Donc ce qui est dit aujourd'hui, c'est ce que j'avais déjà dit. Dois-je me répéter? Non, je laisse ceux qui me rejoignent aujourd'hui de parler suffisamment de ce que j'avais déjà dit. C'est comme j'ai vu un de mes confrères qui était avec moi comme co-débatteur devant vous. Et puis quand il débat avec un autre avec qui il n'est pas d'accord, il prend mes arguments que j'avais développés contre lesquels il était en désaccord et pour opposer à son adversaire qu'il appelle facilement disciple de Maître Oscar. Est-ce que nous avons adhéré aux idées selon les personnes? Non, la réponse est non. Alors, maintenant pour revenir très rapidement, qu'est-ce que j'avais dit? Pourquoi j'avais demandé la 4e République? La 4e République. Bon, avant de vous dire ça, je voulais quand même corriger quelque chose. Parce que certains ont interrogé comment les procès, à peine ouverts, à peine fermés, vous m'avez dit. Non. Je voulais seulement préciser que, au niveau de la Cour constitutionnelle, quel que soit que la Cour constitutionnelle ait d'un rang élevé, ce qu'on appelle haute juridiction. C'est le summum. Non, oubliez ça de dire summum, parce qu'ici on aime trop les sommets. La Cour constitutionnelle est la haute juridiction, elle n'est pas la seule. Je l'ai dit chez vos collègues autres. Il y a le Conseil d'État, il y a la Cour de cassation qui coiffe les sommets des pyramides en fonction de ça. Et donc, je le dis parce que il y a, partant de là, il dénature les choses en disant l'article 168 de la Cour constitutionnelle, ça s'impose à tout. Non, mais toute décision de justice s'impose à tout le monde. Mais la Cour elle-même. Mais oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais maintenant, la question est cela. Quand est-ce que ça s'impose? Encore une fois, je le répète, c'est quand une décision revêtue de ce qu'on appelle l'autorité des choses jugées. C'est ce qu'on appelle l'article 168. Et quand maintenant, ce que les professeurs là ne vous ont pas dit et ont menti, c'est quand ils ne vous ont pas dit à quelles conditions une décision devient opposable à tous. C'est quand elle est remplie de 3 conditions. 1, elle est opposable à tous. Quand c'est même cause, même objet. C'est ça ce que j'avais dit. Et quand elle est aussi une décision définitive, une décision comme la décision de arrêt dit Kalobar était sur la procédure, n'était pas une décision définitive, donc pas opposable. Maintenant, ce que j'allais préciser était que devant la Cour constitutionnelle, la loi dit que les règles de procédure qui y sont applicables sont des règles de procédure ordinaires. Ça veut dire ce qui s'applique même au tribunal de paix.
À partir de là, il faut qu'on arrête, qu'on puisse dire, bon, à la Cour constitutionnelle, les avocats d'un certain niveau, non. Un avocat, il est le même au tribunal de paix comme à la Cour constitutionnelle parce qu'on applique des procédures ordinaires. Et donc, quand on a renvoyé la cause, c'est dans le cas de procédures ordinaires qui veut ce que je vous avais déjà dit, que la personne devrait être atteinte. Une fois que l'on a dit ça, si vous me permettez, je peux maintenant en un mot, parce que ce sont des choses qui parlent comme ça beaucoup de temps pour rien. Je peux maintenant vous résumer dans 5 minutes pourquoi cette constitution, je la qualifie acte de trahison. Allez-y, dans 5 minutes. Bon, et alors, on pourra aller vers la conclusion de l'émission. L'élément le plus important, et ça, je le dis en 2009. En 2009, il y a 14 ans. 14 ans. Si vous suivez l'émission de votre... À l'époque, il était journaliste sur Télé 7, Freddy Moulumba. Il avait mis en place une émission de lutte contre la balkanisation. Le problème du Congo, c'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, on va nous dire, allons aux élections, on va faire ceci. Je ne prêche pour personne. Mais la question, très bien tout ça. Donc, on veut changer tout le temps de maître. On veut tout le temps changer. Et donc, ça manque de la stabilité. Alors, la mentalité d'esclave, c'est de tout le temps changer. Et ça pose problème en termes de stabilité. Donc, depuis 2009, ce qu'on vous dit aujourd'hui, M. Freddy Moulumba, son honneur, et il continue à se battre là-dessus. Et vous avez reçu en tant que... en tant qu'intellectuel que je suis, je n'ai pas besoin de vous dire. À l'époque, il vous avait reçu en tant... Il était journaliste, il vous a reçu comme un des invités. Oui, parce qu'il a une émission contre la balkanisation. Et je lui ai démontré que la première la guerre dont on souffre d'agression, n'est-ce pas, est consacrée dans notre constitution. Quand vous prenez... La guerre dont on souffre aujourd'hui... D'agression. Est consacrée dans notre constitution. Pouvez-le. Prenez l'article 9 de la constitution. Déjà, avant que vous preniez l'article 9 et vous le puissiez lire. La guerre dont on souffre d'agression, c'est pourquoi? C'est parce qu'on veut prendre nos terres... Nos matières premières. Nos matières premières. Oui, n'est-ce pas? Oui. Alors, lisez-moi maintenant l'article 9 de la constitution. Article 9. L'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux. Arrêtez-vous là-bas. Donnez-moi la constitution. L'État exerce une souveraineté. C'est là les gens qui sont allés à Sainte-Cynthie. C'est là que sont les traîtres de la nation. C'est ça, les gens qui se sont retrouvés dans la rébellion RCD Goma, Sainte-Cynthie, les traîtres de la nation. Ces gens ne peuvent plus nous gouverner. Expliquez-vous. Parce qu'ils nous ont trahis. Ils viennent vous dire, c'est la constitution des belligérants. Mais qui étaient belligérants? Les gens de RCD Goma, des ici, de cela. Ce sont ces gens-là qui ont rédigé cette constitution. De tout le temps, dans notre tradition constitutionnelle, c'est ce qu'on en a dit, la loi Bakajika. Le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais. Le sol et le sous-sol, ça appartient à l'État. Et ils ont enlevé ça. Ils ont dit, l'État exerce la souveraineté sur le sol. Quelle est la différence? Quand on dit que le sol appartient, c'est les droits de propriété, ça vous appartient. Ce qui vous appartient ne peut pas vous être enlevé de force. Si quelqu'un vous vole la voiture, ou vous ravit la voiture la nuit, elle reste pour vous, non? Quand on ne la retrouve pas à la police, on vous la retourne. Donc vous ne pouvez pas perdre les droits de propriété, sauf si vous respectez les conditions légales. Mais un droit de souveraineté, on le perd. On ne peut plus, on dit exercer, mais quand vous n'exercez plus, ce n'est plus à vous. Vous avez le village de la Bukangana, c'est comment? Bunagana. Ok. Est-ce qu'il y a notre police là-bas? Non. Est-ce qu'il y a notre administration là-bas? Non. Est-ce que nous exerçons la souveraineté là-bas? Non. Donc ces gens-là, les traîtres, on dit, quand on n'exerce plus le droit de souveraineté, quand vous n'exercez plus votre droit de souveraineté sur un territoire, vous le perdez. Or, un territoire ne se perd jamais. Si on nous a vaincus aujourd'hui, demain, nos enfants vont récupérer. S'ils ne peuvent pas, leurs petits-enfants, de génération en génération, nous devons dire à nos enfants, comme Mosé Kabila le disait, ne trahissez jamais votre nation. Ne trahissez pas votre peuple. Donc vous allez récupérer votre terre. Vous allez dire, vous voyez cette maison-là,
c'est la maison de votre papa, de votre grand-père. Les jours où vous allez être fort, comme Sundiateke est allé firmer, comment on appelle, l'infirme, qui avait l'handicap dans l'histoire. Nous avons étudié ça à l'école primaire, non? Il a repris la force, il a récupéré. Donc, on peut nous prendre les villages aujourd'hui, ça va. Mais un jour, nos enfants le reprendront, mais ne laissons pas à nos enfants les villages repris. Battons-nous dès maintenant, derrière tous, derrière comme un seul homme, derrière les chefs, afin que nous puissions reconquérir notre territoire. Donc, je vous ai apporté la preuve que ceux qui nous ont trahis, on dit ici, au lieu de parler que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État, et on dit que l'État exerce la souveraineté. C'est ça, première trahison. Allez-y à l'article 217. Article 217. Allez-y, 217. De la Constitution, là. Allez-y un peu rapidement, vous gagnez le temps, cher Dan. Article 217 de la Constitution. Ça va vous dire que l'État peut signer les accords. La République démocratique du Congo peut conclure des traités et des accords ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté. Voilà. Donc, un abandon partiel de souveraineté. Vous avez vu l'article 9, on dit qu'il exerce la souveraineté. 217, on dit qu'il peut signer un accord pour abandonner la souveraineté. Ça veut dire on n'a pas voulu vous dire, pour que ça ne vous choque pas, on n'a pas voulu dire qu'il peut signer un arrêté pour abandonner son territoire. Pour la paix. Vous avez compris maintenant ou pas? À l'article 9, on dit vous exercez la souveraineté. À l'article 217, on dit vous pouvez signer un traité pour abandonner la souveraineté. Donc, au lieu de vous dire pour abandonner les territoires, on vous a dit pour abandonner la souveraineté comme ça, on vous a donné un peu de Doliprane. Ça veut dire on vous a piqué doucement. Maintenant, pour ceux qui parlent, bon, après on va me dire il est le support de Tshisekedi et des consorts. Alors, Tshisekedi n'a pas été à San City pour rédiger la Constitution. Ceux qui parlent, eux, y étaient comme rebelles d'hier et aujourd'hui dirigeants parce que par rébellion, ils ont accédé à des postes ministériels. Pour ceux qui ont pris l'argent, ils sont devenus opposants avec l'argent. Donc, rébellion, voilà les chemins d'accès au pouvoir au Congo. Mais j'ai une question maintenant. Avant, s'il vous plaît, une seconde. On accède, on fait la rébellion, on fait des négociations, on entre au gouvernement, on vole, on sort du gouvernement, on est opposant, et puis on dit on veut être président demain. Voilà ce à quoi nous disons non. Maintenant, ceux qui vous disent maintenant, bon, maintenant, voilà, aujourd'hui l'opposition a quoi comme mot d'ordre, mais il y a la guerre, on ne lutte pas, qu'on sorte de l'état de siège. Bon, ça, vous ne m'avez pas invité par rapport à ça, mais j'ai trouvé que c'était pathétique. En dehors de ce que l'article 86... Ouvrir le couloir à la réforme de la Constitution. L'état de siège est une solution apportée par la Constitution. Il n'en apporte pas deux. Une seule. État de siège. Quand vous sortez de cette étape, vous engagez la guerre. Déclaration de guerre. Sommes-nous prêts pour aller en guerre? Est-ce qu'on est responsable de dire allons en guerre? Le reste là, c'est des distractions, les libertés des citoyens. L'état de siège a pour effet de réduire les libertés des citoyens, c'est tout. Maintenant on dit que c'est devenu permanent, mais les conditions n'ont pas fini. Vous faites quoi? Nous avons eu Covid. Si Covid n'a pas fini, vous continuez l'état d'urgence? Nous avons eu Covid. S'il y avait encore Covid, vous dites, bon, maintenant les gens sortaient de la maison, commençaient à circuler, contaminez-vous. C'est la folie. De quoi on parle? Donc maintenant, vous allez trouver les gens qui vont faire des tables rondes, ou bien les gens deviennent opposants, on les acclame, parce qu'ils ont dit sortons de l'état de siège. Mais vous proposez quoi? Et les gens qui vous disent, les rebelles d'hier, opposants d'aujourd'hui, ou ministres, tout le monde qui était à San City pour aller signer ce que Bakandej, comme il l'a dit, je l'avais toujours dit, les chiffons, actes de trahison. Donc, vous pouvez céder un peu la souveraineté, ça veut dire que vous pouvez céder des territoires. Vous dites acte de trahison. Qui a trahi? Mais les Congolais qui ont accepté de mettre dans une constitution la possibilité de vendre les territoires congolais. Ceux-là, ils étaient à San City, ils sont connus. Quand vous allez aux États-Unis, on vous dit, mais lui, il a voté contre la guerre du Vietnam. Comme par exemple, maintenant, ça me permet d'aborder notre article. Vous avez l'article 219. 219. OK.
Avant que vous l'abordiez, parce que ça me choque sérieusement. Comment ça? Mais parce que je réclame les poursuites de Tambo Mwamba et Mabunda. Ces gens-là ont empêché le président de la République et l'ont combattu quand il a pris des mesures d'état d'urgence pour lutter comme tout pays contre Covid. La loi obligeait, l'article 219, à ce qu'on convoque immédiatement l'Assemblée nationale et le Sénat afin qu'on vote des lois pour protéger les libertés dont ils parlent aujourd'hui. Ils ont refusé. Et ayant refusé, ça veut dire qu'ils ont refusé de protéger les Congolais. Et ils ont attaqué le président en disant qu'il a violé la Constitution. L'article 219. Tambo Mwamba l'a dit. Alors que c'était lui, le pyromane. Vous savez, en Europe, vous avez des jeunes gens qui arrivent, ils mettent le feu, et même sont pyromanes, et même jouent aux pompiers. Donc Tambo Mwamba refuse de voter la loi pour protéger avec les couples, hein, parce qu'ils étaient un couple, pas un couple homme-femme, mais un couple parlementaire. Parlementaire, des deux présidents. Ce couple parlementaire doit répondre devant la justice. Et donc la première réforme que je propose, nous devons, dans la 4e République que je prône, et que j'ai demandé à tout parti politique, beaucoup plus, le parti qui pourra gagner les élections demain, d'inscrire dans son programme la modification, donc de la sortie de la 3e République. Ça voudrait dire qu'une république change par le changement de constitution. Ce n'est pas modification, ce n'est pas révision, non. Changement. Changement. Et le changement va entraîner changement de régime. Et à partir de là, nous serons en 4e République. Il faut lequel régime? Bon, très bien. Vous avez vu, c'est pour ça que je vous ai dit ça, je vous attendais à ça. Maintenant, je vais vous y répondre. Mais avant de vous y répondre, avez-vous compris que cette constitution-là, à l'article 219, quand vous allez à l'article 165, allez-y à l'article 164. Si vous voulez, la Cour constitutionnelle et les juges pénals. Non, ça passe à descendre pour les infractions de haute trahison. 164. Oui, envers le paragraphe que je suis. Pour les infractions de haute trahison de l'Élysée. Oui, justement, c'est dans la même alinéa. La Cour constitutionnelle et les juges pénals du président de la République, du Premier ministre, pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage. Bon, arrêtez-vous là-bas. Donc, vous voyez que les dirigeants qui peuvent être poursuivis pour haute trahison, il n'y a que le président de la République et le Premier ministre, compte tenu des hautes fonctions qu'ils exercent. Mais le Sénat, le président du Sénat, bon, j'aime bien le professeur Bahati, oui, j'apprécie beaucoup. Il a eu le courage, lui était son courage. Aujourd'hui, le procès aussi ne serait pas là. Donc voilà les grands acteurs du procès actuel pour sortir notre pays de l'arbitraire où on l'avait plongé par l'arrêt d'Ikaluba. Vous avez eu le professeur Bahati, vous avez eu le procureur Jean Mukolo, oui, et vous avez eu le président de la Cour constitutionnelle, Kamoleta. Alors, donc, mais vous voyez que le président du Sénat, à l'époque, Tambo Mwamba, a refusé quoi? De vous faire voter, de convoquer l'Assemblée pour voter la loi afin d'encadrer les mesures prises par le président de la République. N'est-ce pas une autre trahison? Il y a des gens qui sont morts de Covid, n'est-ce pas? Et lui a refusé de protéger les Congolais. Mais ici, la loi, ici, vous avez vous-même dit que c'est le président de la République et le Premier ministre qui sont... Mais c'est pour ça que j'ai dit que je propose, c'est une haute trahison. Donc, il faut élargir la haute trahison au président de l'Assemblée, au président du Sénat, pour les pour les dissuader à ne pas trahir, comme Tambo Mwamba l'a fait, uniquement parce que il n'était pas de même obédience que le président actuel. Face à la mort, il n'y a pas d'opposition. Voyez-vous. Parlons maintenant de... Mabunda l'a fait aussi. Tambo comme Mabunda, ils ont refusé de convoquer les chambres. Et quand je vous ai donné l'article 119, c'est parce qu'ils vous ont dit que le président avait convoqué sans convoquer le congrès. Or, l'article 119, c'est une mauvaise rédaction de la Constitution qui parle du congrès pour dire que pour proclamer l'état d'urgence, il faut convoquer le congrès. Non. C'est les deux chambres séparées parce que la loi
ne se vote pas en congrès. Chaque chambre vote le Sénat ainsi que l'Assemblée. Vous avez trouvé la mauvaise rédaction. Dans l'article 217, vous avez trouvé la mauvaise rédaction. On dit que le président peut signer les accords pour céder la souveraineté, donc pour céder les territoires. Ceux-là qui crient aujourd'hui qu'on aurait vendu le pays, mais c'est eux qui sont allés écrire ça. Alors qu'ils ne peuvent vous apporter aucun accord ou aucun traité où le gouvernement actuel congolais aurait signé pour dire que je cède tel territoire. Donc, s'ils étaient eux au pouvoir, et comme ils ne sont pas nationalistes, ils auraient profité de ces dispositions en disant bah, on vient de ça, on a fait un accord pour notre paix, nous avons cédé Bokanga dans ces villages-là, que j'arrive du mal à prononcer. Voilà. Vous avez compris la difficulté, n'est-ce pas, de cette constitution-là? Ok. Est-ce qu'on peut progresser? La question, moi j'ai posé la question, c'est vous qui êtes revenu là-dessus, sur la question. Laquelle? Du régime? Moi j'ai posé la question du régime. Quel est le régime qui sera idéal? Bon, écoutez, alors je vous réponds très rapidement. Je serais tenté de dire que le régime idéal pour notre mentalité, parce que la loi c'est le reflet de la mentalité d'une société, notre culture, notre mentalité. Nous avons la culture où les chefs règnent et gouvernent. D'accord? Ça, c'est la culture africaine. Règne et gouverne en même temps. C'est ça la culture africaine. Nos chefs règnent et gouvernent. Mais ils n'étaient pas des dictateurs. Vous connaissez ce qu'on appelle les capitas. Voilà, ils avaient leur capital. En régnant, ils écoutaient. Les capitas, ça faisait l'office du Parlement. Dans ma langue, en Chiloba, on dit Mukalen wa Bantu, Bantu wa Mukalen. Donc, le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mukalenga wa Bantu, Bantu wa Mukalen. Bantu wa Mukalenga. Chef, ya Batu, Batu ya chef. Okay. Mokonzi, ya Batu, Batu ya Mokonzi. Allons-y. Donc, ça veut dire que nous avions déjà connu la démocratie dans le passé. Mais nous, notre démocratie était on gouverne et on règne. Maintenant, il est arrivé que, à la sortie de la monarchie, au XVIIe siècle, toute l'Europe là était monarchique, comme nous aussi. Nous avions des royaumes. Nous étions monarchiques. Maintenant, on a trouvé que les rois abusaient. Royaume Luba, Lunda, Kuba. On a trouvé que les chefs ont abusé, comme Mobutu a abusé, comme certains dirigeants aussi, qui ont succédé à Mobutu, ont abusé parce qu'ils étaient des dictateurs. C'est pour ça que moi, je salue l'alternance depuis 2018 avec le régime actuel. En cela, injuriez-moi, critiquez-moi, dites-moi Tshisekedi. Non, c'est la science. Vous traite de Tshisekedi. Bon, écoutez, ça ne m'intéresse pas. Je suis en train de vous démontrer que autant que les rois en Europe ont abusé de leur pouvoir, autant qu'en Afrique, Mobutu a abusé, c'était la dictature, et la suite, c'était toujours la dictature, jusqu'à l'alternance politique. Maintenant, on peut discuter. Mais moi, c'est ça ma position. D'accord. Comme il y avait l'abus de pouvoir, on a mis fin au règne de roi. Pas au règne, mais à la gouvernance des rois. On a dit, nous ne les tuons pas. Nous les laissons. Mais ils doivent régner sans gouverner. Sauf la France a dit, non, ils ne régneront plus jamais. C'est pour ça que la France a tué son roi. On a parlé de la Révolution française. Donc, sur toute l'Europe, vous n'avez que la France qui a tué son roi et qui n'a pas admis la monarchie. Donc, toutes ces monarchies-là ont mis en place ce qu'on appelle le régime parlementaire. Ça, c'est modèle anglais. Maintenant, les Américains qui étaient colonisés par les Anglais ont dit, non, nous n'allons pas faire la même chose. Vous savez, voilà l'esprit que nous devons avoir. L'histoire du pays sera écrite un jour, ni à Paris, ni à Washington, ni dans les capitales étrangères, mais au Congo. Vous allez écrire la Constitution à Zand City. Vous allez amener quoi comme Constitution? Des belligérants étrangers? Non. Fierté nationale. Et donc, les Américains ont dit, nous n'allons pas faire la même chose que nos oncles là-bas, nos colonisateurs. Ils ont mis en place un régime présidentiel. Voilà les deux régimes qui existent. Mais par fierté, les Français, tirant l'expérience de l'échec de la Troisième République, le régime parlementaire, comme nous sommes maintenant en échec avec notre régime, avec l'instabilité, donc aujourd'hui, motion de censure, ils ont dit non. Nous allons combiner les éléments du régime parlementaire
et le régime du semi-présidentiel, donc du régime présidentiel. C'est pour ça qu'on l'a appelé semi-présidentiel, tout comme on peut aussi l'appeler semi-parlementaire. Pour ceux qui nous suivent, quand on va maintenant poser la question, pourquoi vous appelez ce régime semi-présidentiel et non pas semi-parlementaire? C'est tout simplement... Ça revient au même. Non, ça ne revient pas au même. Semi-présidentiel, semi-parlementaire. Non, ça ne revient pas au même. En droit, les institutions, toutes les lois que vous allez rédiger là, elles peuvent être des belles lettres, mais ça ne suffit pas. Parce que vous pouvez avoir de bonnes lois quand vous avez un dirigeant qui n'a pas été bien éduqué. C'est pour ça qu'il faut éduquer les gens. C'est pour ça qu'il a quitté les histoires de l'école, il a étudié ou non. C'est l'éducation. Familiale. La famille. Éducation. Maintenant, si vous avez quelqu'un de bien inspiré, de bien éduqué, ben, il va respecter les lois. Mais si vous avez des lois avec quelqu'un qui n'est pas bien éduqué, comme là, Tamumamba et Mabunda ont fait preuve de mauvaise éducation. Ils n'ont pas voté des lois uniquement parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec Tshisekedi. Ça, c'est une mauvaise éducation. Quelle que soit la personne qui est à la tête, on respecte la fonction et non pas la personne. Donc, quand la loi dit que tu dois convoquer... Ils sont mal éduqués. Quand la loi dit que tu vas convoquer l'Assemblée, monsieur, que tu aimes Tshisekedi ou que tu ne l'aimes pas, tu convoques pour l'intérêt du peuple. Toi, tu refuses. Ça, c'est une mauvaise éducation. Tu n'appliques pas la loi. Okay. Et donc... Ça n'engage que vous, maître. Mais j'assume ce que je vous dis. Et je l'ai dit avec gravité. Et vous n'avez pas juste là compris que c'était grave que ces gens aient refusé de convoquer l'Assemblée uniquement parce qu'ils ne voulaient pas de la tête de Tshisekedi et que les gens sont morts de Covid. Moi, j'étais à Gombe pendant cette période. J'ai vu les gens mourir. Si ça, quand je l'ai dit, je ne dis pas avec complaisance. C'est retour sur expérience. Les gens qui me disent, écoutez, je suis avocat en Europe quand même. Quand je rigole quand des gens me disent que c'est quelqu'un qui souffre, il est venu chercher le pouvoir. Non, attends, vous rigolez. Mais si je peux aider mon pays, pourquoi pas? Mais dire que j'ai fui la fin, non. Un chômeur en Europe est payé. Mais un avocat, quand même, ce n'est pas les plus pauvres de la France. Donc, pour revenir, pour ne pas parler de moi-même, bon, ça ne m'atteint pas. Mais nous manquons d'avoir la gravité devant les choses. Vous avez dans les réseaux sociaux, les gens sont morts, on met ça dans les vidéos, on envoie, on coupe les têtes, on met ça dans les vidéos. Vous avez les gens qui sont en train de mourir au Congo, on rigole. Mais ailleurs, non. Donc, ces gens-là qui ont refusé de convoquer l'Assemblée, les voilà qui doivent être. Alors, donc, pour dire quoi? Pour dire à votre question, quel type de régime? Quel type de régime? Bon, oui. Si nous répondons à notre mentalité, il faut le régime présidentiel. Sauf que l'expérience avait déjà été tentée. Chez le professeur d'Aïwen. Je crois bien. Voilà. Tous les régimes, quand on a tenté pour mettre une présidentielle, les présidentiels ont glissé en présidentialisme. L'expérience sur ce que nous avons aujourd'hui, ça ne gouverne plus. On nous a pondu une forme d'État monstre. On ne sait pas quel type d'État sommes-nous. Et donc, du matin au soir, on va vous dire motion de censure, motion de ceci. C'est que je n'ai rien contre, mon aîné Mampouye dit, mais sauf que lui, il se met au service du mal. En disant ça, vous avez compris, en parlant en 119, il en a parlé, mais il n'a pas critiqué Tamouamba qui avait pris la loi. En disant qu'il y a eu le monstre, il ne dit rien de ce qui est scientifique. Et je vous l'ai dit, en tout cas, avec peine, devant un professeur qui ouvre la bouche et qui écrit un livre d'une page, de la première à la fin, il dit qu'il y a des histoires qui ne reposent pas sur la science. Et le professeur Bagay déjà vous a dit que la jurisprudence était une source de droit, et tous les professeurs qui l'ont dit, j'acclame. Pas ce que je vous ai dit. Et donc, aujourd'hui, nous disons, quel type de régime voulons-nous? Il faut enrichir la réflexion pour savoir, si nous retournons au régime présidentiel, quels sont les garde-fous que nous mettons pour empêcher que nous puissions glisser encore dans la dictature, parce que nous ne pouvons plus aller vers la dictature. On doit chuter. Donc, enfin, en chutant, j'ai dit, nous devons mettre les garde-fous pour que, parce que tout pouvoir corrompt, pour qu'on ne bascule plus en dictature en mettant en place un régime présidentiel. Et un régime parlementaire ne me semble pas convenir à notre mentalité parce que nous n'avons pas la discipline. Et si nous avions beaucoup de temps, j'aurais répondu maintenant à la question de savoir, peut-on changer la majorité pendant la même, comment vous appelez, une même législature. Mais nous en avons eu ça ici, ce n'était pas illégal, je l'ai démontré. C'est ce qu'on appelle en droit constitutionnel le paradigme constitutionnel. Les bouleversements qui se font sans qu'on modifie la Constitution. Ça, sous Tshisekedi, nous l'avons connu, mais il faut théoriser et être scientifique pour démontrer que ce sont des choses qui arrivent. Donc, il nous faut trouver un bon équilibre. À ce stade, je n'en ai pas. Mais moi, je prône. Je vais sortir mon livre de la 4e République et je propose aux partis politiques
d'inscrire la sortie de la Troisième République et de la négocier après élection. Nous devons entrer en Quatrième République pour finir avec toutes les saletés de la Troisième République. Merci beaucoup, Maître Oscar Moubiaï, qui en tout cas, il a balayé toutes les questions qu'on lui a soumises aujourd'hui. La question de M. Matata, M. Salomon Kalonda, M. Bisselele, et aussi cette question, lui ne parle pas de réforme, lui parle plutôt de changement de la Constitution. Et puis il dit qu'il est heureux que beaucoup, en tout cas beaucoup de professeurs puissent rejoindre son combat sur l'instauration d'une 4e République. Il veut que cela commence après les élections de 2023. Parce que maintenant, on ne peut pas modifier la Constitution à moins de 6 mois. Ce n'est pas possible. On possible. n'aura pas le temps de faire des référendums et consorts. D'accord. Donc, ce n'est pas, en tout cas, possible. Et si vous me permettez d'un seul mot, sur la durée de mandat. Oui, mais... Oui. Non, c'est en un seul mot. Des choses là, je les dis dans un mot. Sur la durée de mandat, en dehors d'histoire émotionnelle et puis qui fait mal, où on a joué avec la vie de nos concitoyens. Oui. Mais sur d'autres histoires, simplement, c'est en un mot. Donc, 9 ans. Non renouvelable. Non, je crois que là, le professeur, l'historien, n'a pas interrogé l'histoire. Tout ce qui a été à la base de réduction de la durée de mandat aux États-Unis, vous savez que c'était une pratique constitutionnelle qu'on a consacrée pour limiter les mandats. En France, c'était 7 ans, on a remis à 5 ans. Aux États-Unis, c'est 4 ans. C'est pour ce que le pouvoir use. Et quand on reste longtemps, comme il corrompt aussi. Donc, dire 9 ans, c'est trop. Ça fait 2 mandats. Donc, ça, ce n'est pas possible. Et aussi, encore une fois, j'entends encore les mêmes Nyabirongo et on va dire que j'ai des problèmes avec lui. Ce n'est pas seulement sur ma tête que j'ai des problèmes avec lui. Mais j'ai des problèmes avec lui parce qu'il ment aux citoyens congolais en portant sa casquette de dire j'ai 30 ans d'études. Mais 30 ans d'études, tu ne dis pas de bêtises. Donc il va vous dire aujourd'hui que non, voilà, Kabila peut revenir pour briguer encore un mandat, alors que la Constitution l'interdit. Il dit que ce qui n'est pas interdit est permis. Non, en droit, ce qui n'est pas interdit n'est pas permis. Merci. Et donc, comme on vous dit par exemple que qui me dit mon consent. Non, en droit, qui ne dit pas ne consent pas. Tu ne vas pas aller prendre une petite mineure qui n'a rien dit, tu la violes et tu dis qu'elle n'avait rien dit. Non, qui me dit, ça ce sont des adages populaires. En droit, ce qui n'est pas interdit n'est pas permis. Et qui me dit moi ne consent pas. Donc, quand le professeur Nyabirongo vient vous dire que dans notre constitution, donc le président Kabila peut revenir, c'est faux. Et aussi, je prends un peu la distance avec le professeur Mbata, avec qui je partage beaucoup de choses. Je voulais tout simplement dire que même si Kabila mourait et ressuscitait, il ne doit plus revenir au pouvoir. C'est tout fini pour lui. Comme Roland a dit, Sarkozy, vous ne l'entendrez plus. Kabila, c'est de l'histoire, heureuse ou mauvaise, c'était une parenthèse de notre histoire. Mais il ne faut pas que les gens l'encouragent comme des Nyabirongo en lui disant que la Constitution permet de revenir encore au mandat. Ça, c'est non, N-O-N. Merci beaucoup si j'ai abusé de votre temps. Mais vous comprenez, dans peu de temps, on devait tout condenser. Merci beaucoup, Maître Oscar Moubiaï. La matière est abondante, comme vous l'avez dit vous-même, mais les temps nous restent vraiment comptés. Notre émission doit très bientôt commencer. Merci de nous avoir suivis. Vous voulez prendre part à cette émission, le numéro est affiché au bas de l'écran. Nous serons heureux de vous recevoir.